Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre. Ce vendredi, au sommaire de votre édition régionale, le contournement nord de Pontivy a été inauguré ce vendredi. Le chantier était inscrit comme projet routier prioritaire dans le Morbihan, un axe qui a nécessité 7 ans de travaux. Avec la mobilisation des surveillants pénitentiaires, les détenus ne peuvent plus entrer et sortir des prisons. Le tribunal prend donc du retard dans le traitement des dossiers. Nous avons rencontré le procureur de la République de Brest. Une plateforme de pièces de rechange automobile a été inaugurée ce jeudi à Rostrenain, et si l'usine s'est implantée sur cette commune, c'est grâce à plusieurs chefs d'entreprise. Vous verrez cela dans notre reportage. Une nouvelle taxe a été instaurée dans certaines communes de la région. Benjamin Bréant, bonjour. Bonjour Julie. Et cette taxe s'appelle Gemapi. Oui, elle est faite pour lutter contre les inondations et elle fait grincer quelques dents. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant, Benjamin. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du vendredi 26 janvier 2018. Et nous ouvrons cette édition avec l'inauguration du contournement nord de Pontivy ce vendredi matin. Une route de 8,5 km et un pont de 123 mètres ont été construits. Un chantier qui aura coûté 19 millions d'euros. Les premiers automobilistes ont pu emprunter cette axe dès ce midi et notre journaliste Karine Chevrolier était sur place. C'est un axe de 8,5 km qui s'étend sur les communes de Pontivy, Cléguérec, Neuliac et Malguenac et qui vise à désengorger la 6e ville du Morbihan. Plus de 20 ans auront été nécessaires à l'aboutissement de ce chantier. Le viaduc de Stival est ouvert. Des procédures très longues, beaucoup de recours, beaucoup de décisions de justice pour enfin arriver à répondre aux besoins de la population. Des besoins économiques, il y a beaucoup de poids lourds qui passent sur ces axes-là. La tranquillité, la sécurité également. Le contournement nord de Pontivy marque un tournant pour le développement du territoire. Les poids lourds pourront rejoindre l'axe Triskel sans traverser la ville. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de trafic poids lourds qui traverse l'agglomération de Pontivy et l'ensemble des communes environnantes. L'objectif, c'est de capter le maximum de trafic et d'atteindre environ 7 à 8 000 véhicules sur cette artère à 90 km/h dans un premier temps, peut-être à 80 d'ici le 1er juillet. Ce vendredi matin, les habitants du quartier de Stival, au nord de Pontivy, vivaient donc leurs dernières heures de nuisance routière. Alors forcément, la nouvelle déviation, un soulagement et de la quiétude, avec toutefois une interrogation. J'ai une clientèle locale qui est très présente. Au niveau des touristes, moi je me mets en tant que cliente, on est sur la route. Si c'est signalé qu'il y a une crêperie à 500 mètres ou à 1 km, on fait le déplacement. Donc je ne crains pas si c'est signalé. Il faudra qu'on fasse quelque chose, effectivement. Mais nous sommes dans une phase de travaux importants puisque c'est 3 millions d'euros que la ville de Pontivy investit actuellement sur Stival. Et bien entendu, nous pensons alors au commerce qui reste, à la crêperie et à un nouveau commerce pour les habitants de Stival. Coût du projet, 19 millions d'euros, financé par le conseil départemental du Morbihan. Dans l'actualité régionale également, 3 mineurs âgés de 12 à 15 ans ont été interpellés ce jeudi soir. Ces adolescents auraient reconnu être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le manoir du domaine de la Tour de Cesson à Saint-Brieuc ce jeudi soir. Le site construit à la fin du 19e siècle était abandonné et squatté depuis plusieurs années. La mobilisation des surveillants pénitentiaires pourrait toucher à sa fin après 12 jours de blocage. Le syndicat majoritaire UFAP-UNSA a signé l'accord proposé par le ministère de la Justice. Il promet plus de sécurité et une augmentation des primes. FO et la CGT ont en revanche rejeté cet accord. En tout cas, cette mobilisation qui dure depuis 12 jours a des conséquences sur le fonctionnement de la justice. Une situation d'autant plus compliquée que depuis mai 2016, les extractions doivent être réalisées par les services pénitentiaires. Sophie Lecroisier a rencontré Jean-Philippe Récapé, le procureur de la République de Brest, et Anne-Sophie Plantec, avocate. Je voulais retracer un peu la difficulté déjà que nous avons au quotidien depuis mai 2016, puisque 50% pratiquement de nos demandes ne sont pas satisfaites. Depuis le mouvement de grève qui se poursuit encore aujourd'hui, bien sûr ça a un peu compliqué les choses. Nous n'avons pas eu de difficultés majeures qui auraient pu entraîner des remises en liberté, au prix de certains efforts de tous. Donc en jouant sur les extractions qu'on arrive malgré tout à faire, les visioconférences, parfois des reports d'audience quand il n'y a pas d'enjeux majeurs procéduraux où ça peut être reporté, pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Actuellement c'est quand même des problèmes matériels qui ont un impact sur des problèmes humains finalement. Donc c'est quand même assez scandaleux finalement de voir que des personnes qui sont incarcérées, qui sont dans des situations
pénales compliquées, finalement, peuvent pâtir de ce manque de moyens. C'est vrai qu'on peut assister aussi, on n'en a pas parlé, mais à des remises en liberté aussi de détenus qui n'auraient pas forcément dû l'être et qui se retrouvent parce qu'il y a des délais, importants à respecter. Et à noter que la situation devrait s'améliorer. En mars, une équipe dédiée au transfert de détenus va être mise en place à la maison d'arrêt de Brest. Dans l'actualité également, le recteur d'académie a fait le point ce vendredi pour la rentrée 2017-2018. Des nouveautés sont attendues, le dédoublement des classes ou encore le soutien scolaire. On vous en dit plus avec Benjamin Bréon. Le recteur d'académie de Rennes a présenté ce vendredi les grandes lignes de la rentrée 2018 dans les écoles et les universités. Au menu notamment, l'extension aux primaires du dispositif Devoirs faits d'accompagnement des élèves. Le dédoublement des classes en CP et CE1 sera aussi étendu à toutes les zones prioritaires REP. A noter également le retour du nombre de classes bilingues à leur niveau d'avant Najat Vallaud-Belkacem. Quelques 1200 places supplémentaires sont aussi promises dans les filières en tension dans les facs, STAPS, psycho, sciences de l'éducation et droit. La route des chicanes de Notre-Dame-des-Landes est dégagée depuis ce vendredi. Une semaine de nettoyage a été nécessaire pour dégager la D281 qui traverse la ZAD. Un signe de bonne volonté de la part des opposants à l'aéroport, a estimé la préfète des Pays de la Loire. Des zadistes visages dissimulés étaient toutefois sur place pour montrer leur hostilité persistante à cette réhabilitation. Vive tension aux eaux de Pont-Scorff dans le Morbihan au lendemain de l'annonce de 7 licenciements sur 36 salariés. La grève a été reconduite ce vendredi matin. Pour les salariés, la réouverture du site le 10 février est remise en cause. On manque de pilotes chez Hop, la filiale régionale d'Air France. La compagnie, qui possède un centre d'entretien à Morlaix, est contrainte d'annuler des vols. Des liaisons entre Paris et Quimper ou Lorient ont notamment été concernées. Hop compte actuellement 850 pilotes sur 2800 salariés, mais seuls 700 seraient productifs. Enfin, elle est en finale de l'Open d'Australie de tennis. La costarmoricaine Clara Burel a battu la tête de série numéro 1 catégorie junior tôt ce vendredi matin. C'est sa première incursion à ce niveau et la première fois qu'une Bretonne l'atteint. La finale aura lieu ce samedi matin à 3h heure française. Allez Clara, la Bretagne est avec toi. La société Braze PR, une plateforme de pièces de rechange automobile, s'est installée à Rostrenain en Centre-Bretagne. 50 emplois sont créés. L'usine a été inaugurée ce jeudi et la venue de cette entreprise dans la commune est une nouvelle victoire pour les chefs d'entreprise de l'association Investir en cœur de Bretagne, comme nous le raconte Mathilde Kemener. 4 concessionnaires Peugeot Citroën du Grand Ouest ont finalement choisi Rostrenain en Centre-Bretagne pour y construire leur plateforme de pièces de rechange automobile. 50 emplois ont été créés, alors l'inauguration s'est déroulée en présence de nombreux politiques. Les acteurs ont été déterminants sur le choix de l'implantation et que le barycentre, comme on l'a signalé, était aussi autour de Rostrenain, entre une ligne entre Carhaix et Loudéac. Et Rostrenain, avec son dynamisme, je le répète, ça a été déterminant. Ces acteurs déterminants, ce sont des chefs d'entreprise du territoire. Ils ont créé il y a 3 ans l'association Investir en cœur de Bretagne suite à l'annonce de la fermeture de la base d'Intermarché sur la commune. Elle entraîne la suppression de près de 200 emplois. Notre projet, nous, c'est de recréer les 200 emplois qui sont donc perdus et on ne voulait pas non plus. Le deuxième projet, c'était que ce ne soit pas une friche industrielle. Donc là, on a, à partir de cet été, Triskalia va reprendre la plateforme, plus d'autres projets qui est autour. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette peur de perdre leur emploi et de vivre dans un territoire meurtri. L'installation de cette plateforme à Rostrenain a aussi été motivée par la présence de la fibre optique et par la fameuse RN 164 qui doit relier l'Est et l'Ouest de la Bretagne, dont il demande la finalisation. Le dossier de la 164, il va beaucoup plus vite qu'il n'a été, mais pour autant, je comprends l'impatience des acteurs locaux à vouloir avoir en leur main cet outil qui sera de toute façon très important pour le développement du territoire. Les dirigeants espèrent développer rapidement cet équipement et créer d'ici 2 ans 10 nouveaux emplois. À Rostrenain, une impulsion semble lancée. Et ce n'est jamais une bonne nouvelle. Une nouvelle taxe va être mise en place dans certaines intercommunalités de la région. Elle s'appelle Gemapi. Nous retrouvons tout de suite Benjamin Bréon pour en parler. Alors Benjamin, qu'en est-il de cette nouvelle taxe ?
Et bien voilà, depuis le 1er janvier, les intercommunalités ont l'obligation de prendre en charge la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est ça qui fait GEMAPI en langage administratif. Alors pour résumer, ça veut dire que c'est aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de gérer les risques de débordement des cours d'eau ou encore les dégâts causés par exemple par les tempêtes ou les grandes marées. On parle là canalisation, curage, création de digues, entretien, etc. Et pour ça, elles ont la possibilité de créer une taxe, dite taxe GEMAPI. Elles ont jusqu'au 15 février pour choisir de la mettre en place ou non. Et pour l'instant, 2 communautés de communes ont choisi de franchir le pas, celle de Lannion-Trégor et celle de Landivisiau. Je vous propose pour commencer d'écouter ce qu'en dit Joël Lejeune, le président de Lannion-Trégor Communauté. C'était auparavant une prérogative de l'État que de travailler là-dessus. Aujourd'hui, on le transfère donc aux communautés, alors que le problème ne fait qu'augmenter, et en termes d'inondation, et encore plus pour le recul des côtes, compte tenu du réchauffement climatique. Donc, créer une taxe, ça n'est pas quelque chose d'agréable, mais je crois que nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos habitants de les protéger, de protéger nos côtes, de protéger leurs biens, et donc nous avons décidé de passer à l'action tout de suite. Et alors Benjamin, qu'est-ce que ça pose comme problème cette nouvelle taxe ? Bon, alors déjà, au-delà du fait, effectivement, que créer une taxe n'est jamais populaire, il y a au moins 3 points qui font débat. D'abord, les communes avaient demandé à ce qu'un état des lieux soit fait avant le transfert des compétences, de façon à partir d'une situation claire. Cet état des lieux n'a pas été fait. Ensuite, ça crée une inégalité. Quand les inondations relevaient de l'État, leur coût était partagé par tous. Désormais, ce coût sera supporté par les seules communautés concernées et pour certaines, notamment en zone côtière, ça peut être très lourd. On peut se demander ce que devient la solidarité nationale face aux éléments. Mais il n'y a pas que la solidarité nationale dans ce cas, Benjamin. Non, et c'est le 3e point. Il faut voir que ce risque dépasse parfois nettement le périmètre des intercommunalités concernées. Prenons Quimperlé, par exemple, qui paye souvent un lourd tribut au débordement de la Laïta. Si la communauté de communes du Roi-Morvancel de Gourin, qui se trouve en amont de Quimperlé, ne fait pas elle-même de travaux, tous les aménagements que pourra faire Quimperlé n'auront finalement qu'un impact limité. Alors en théorie, bien sûr, la responsabilité sera partagée, mais comment expliquer aux habitants de l'amont qu'ils vont payer pour des risques qui ne concernent que les habitants de l'aval ? C'est là qu'au-delà de la solidarité nationale, c'est la solidarité territoriale qui va devoir être concrète. Eh bien, on regardera ça. Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour toutes ces explications sur cette nouvelle taxe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi à 19h. Je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end.